Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Avant de commencer cette rencontre, nous souhaitions vous rappeler que nous organisons tous les mois des événements culturels dans le centre de Paris et ces événements sont retransmis en direct. Si cette vidéo vous donne envie de prolonger l'expérience, de participer aux échanges ou de rencontrer des artistes, inscrivez-vous à nos prochaines rencontres. Tous les liens sont disponibles dans la description et sur notre site internet alliancefr.org. Et si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Pour suivre nos prochains événements et ne rien manquer des nouvelles vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Bon visionnage! Bonsoir à toutes et à tous à mon tour. Bonjour et bonsoir à ceux qui nous écoutent depuis le monde entier. Il y a une quarantaine de pays qui sont à l'écoute de ce que nous allons dire, surtout de ce que va dire Kauter. Deux mots pour présenter Kauter, outre le fait qu'elle soit marraine à l'Alliance française. Kauter est née en 1986. Je me permets de donner cette date parce que ça permet de situer par rapport à un certain nombre d'événements qui ont pu se passer dans le monde et en Algérie et en France. Depuis cette date, elle est née à Alger. Elle est venue en France très, très jeune, à l'âge de 4 ans, et elle est néanmoins repartie très jeune également, à l'âge de 8 ans, en Algérie. Donc, passé sa scolarité en Algérie, et elle est revenue en France en 2009. On parlera à travers ses livres de ses allers-retours par-delà la Méditerranée. Elle est l'autrice de 6 livres, 5 romans et un dernier, Une nuit au musée. On en parlera plus longuement à la fin de notre entretien. Je voudrais qu'on fasse tout d'abord, on va feuilleter ces livres très, très rapidement pour vous donner un petit peu une idée des livres qui sont devant moi. Le premier d'entre eux, il a été publié en 2010 et il a eu la particularité d'avoir 2 titres. C'est un livre qui existe avec 2 titres. Il a été publié en Algérie sous le titre Des ballerines de Papicha. Il a été publié en français sous le titre L'envers des autres. Je trouve que le passage d'un titre à un autre pour un contenu qui est totalement identique, c'est déjà quelque chose qui raconte une histoire entre l'Algérie et la France et votre histoire entre ces deux pays. Très rapidement, ce livre, c'est l'histoire en gros d'une famille, d'une fratrie de 3 enfants, 2 sœurs et un frère. Une des sœurs est un petit peu très indépendante, l'autre, elle a été mariée, un mariage malheureux, son mari a sombré dans la déraison et elle est revenue à la maison familiale. C'est donc l'histoire de cette famille, de ces 3 personnes, de l'Algérie qui est à construire aussi. Et pour chacun de ces personnages, vous avez choisi de le raconter avec le pronom « je ». L'histoire de ce livre, comment c'est né ce premier roman? Il vient d'où? C'est déjà adolescente, il y avait des bribes, des choses qui avaient été faites, c'est venu tout d'un coup, il y a eu une idée? Et tout d'un coup, il y a une idée. Je dirais surtout, tout d'un coup, il y a un éditeur. Et un premier roman, c'est l'histoire d'un éditeur et d'une rencontre. Alors, Des ballerines de Papicha, puisque c'est, je considère en tout cas, le vrai titre de ce livre que je me suis réapproprié, puisque le livre a eu plusieurs vies. Il a une troisième vie, si je puis dire, aux éditions Point, aux éditions Poche Point, puisqu'on a ressorti le texte sous son vrai nom, j'allais dire, donc son vrai titre, Des ballerines de Papicha. J'ai écrit un autre livre avant celui-ci, un très mauvais texte, et c'est vraiment un hommage que je veux rendre aux éditeurs qui savent refuser des très mauvais textes. Et donc j'écris un livre, moi j'ai toujours beaucoup écrit, on en parlera, j'ai surtout toujours beaucoup lu en réalité, et par la littérature, par mon amour de la lecture, et par une contrainte qui est qu'à un moment donné, j'ai eu très peu de livres autour de moi, et donc je me suis mise à écrire presque contrainte par le manque de livres. Il me fallait de la littérature. Je me suis mise à écrire complètement par dépit. Je n'avais pas mes livres, il fallait les créer. Et donc, je me suis mise à écrire comme ça, et on reviendra sur les débuts si tu veux, Bernard. Mais j'ai écrit un premier livre très tôt, ça doit être en 2004-2005, et je l'envoie au Seuil, aux éditions du Seuil, au début des années 2000, qui me répond par un refus d'une lettre type. Et je suis très, très, très déçue parce que je suis sûre d'avoir fait quelque chose
et je suis sûre que c'est intéressant ce que j'ai écrit pour une raison j'allais dire assez nulle au fond. Oui, nul est le bon mot. C'est que j'écris un gros pavé. Donc c'est affreux, en fait, c'est très mauvais, mais en plus c'est très long. Et donc je l'envoie au Seuil, mais je ne me rends pas compte, et le Seuil me répond non. Mais en quelque sorte, je ne suis pas tellement vexée parce qu'un camarade de promo à l'université me dit « Mais tu sais, le Seuil est quasiment en faillite. » Et donc, je me dis « Ah, c'est parce qu'ils sont en faillite qu'ils ne publient pas ce texte. » Alors, la bonne nouvelle, c'est que 20 ans plus tard, le Seuil continue d'exister et que j'ai publié presque l'ensemble de mes livres aux éditions du Seuil. Donc, non seulement ils ne sont pas en faillite, mais en plus, ils m'ont accueilli quelques années plus tard. Et en réalité, ils ont eu raison de ne pas publier ce premier livre qui était assez mauvais, assez médiocre. Et donc, ode aux éditeurs qui disent non à ces livres-là, j'aurais détesté qu'ils fassent partie de ma bibliographie. On va rester un moment sur les éditeurs, parce qu'il y a une chose dont j'aimerais que vous nous parliez, c'est le fait que votre œuvre existe chez Barzac en Algérie, et chez Actes Sud pour le premier, et au Seuil et Point Seuil pour les suivants. Et le fait d'exister comme ça chez deux éditeurs et dans les deux pays différents, c'est pour vous absolument indispensable. Oui, on peut en parler, d'autant que moi j'ai quelque chose d'assez unique. Je ne connais personne qui fonctionne de cette façon-là. Donc ce premier livre paraît chez Barzac, qui est un éditeur algérien qui existe en Algérie depuis 25 ans. J'allais dire depuis pas mal d'années, mais 25 ans, puisqu'on a fêté leur anniversaire il n'y a pas très longtemps. Et moi, j'ai une relation d'amitié forte avec Selma et Sofiane, qui sont Selma Hallel et Sofiane Hadjet, qui sont les fondateurs de Barzac. Et on est ensemble dans une relation depuis 2009, au moment où on signe le contrat pour Des ballerines de Papicha. Et ce sont mes éditeurs, j'allais dire à temps plein, au sens où ils sont mes éditeurs au même titre que mes éditeurs français jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que l'ensemble de mes livres, quand j'envoie mes textes, je leur envoie à eux et je l'envoie aux éditeurs français. Et ensuite, je travaille avec chacun des éditeurs, je prends leurs remarques de manière séparée mais avec le même poids. Et j'ai des discussions, en tout cas, en parallèle avec chacun des éditeurs. Il y a beaucoup de différences. Il peut y avoir pas mal de différences. Ils ne se parlent pas entre eux. Ça, j'y tiens beaucoup. J'aime l'idée d'un compartiment. J'aime l'idée de séparer mes deux éditeurs. Je n'ai pas besoin qu'ils soient d'accord et je n'ai pas besoin qu'ils sachent ce que l'un dit ou ce que l'autre pense. J'ai simplement besoin d'avoir cette relation parce que je ne vais pas vraiment chercher la même chose. Et puis j'aime l'idée d'avoir deux éditeurs. Je crois que je ne connais personne qui travaille comme ça ou qui fasse ceci. En fait, la plupart du temps, on a des coéditions. On a un éditeur qui vend à un autre éditeur. Moi, ce n'est pas le cas. L'ensemble de mes textes, quels qu'ils soient, d'ailleurs même les plus courts textes, sont en termes de droit, l'Algérie t'exclut. Et je conserve l'entièreté de mes droits pour Barzac de manière très spécifique. Et ce sont mes éditeurs. Il y a des moments où c'est conflictuel, pour vous, pas pour les non, moi, je décide. Pardon ? Moi, je décide. Donc, ce n'est jamais conflictuel. Mais par moment, par exemple, Nos richesses, il y a Nos richesses, on en parlera tout à l'heure, mais il y a des chapitres dans Nos richesses où j'utilise le « nous », qui sont à la troisième, qui sont avec un pronom très affirmé du nous. Barzac n'était pas convaincu. Longtemps n'a pas été convaincu autour de ce nous, et moi je l'ai imposé en étant certaine de ce que je souhaitais faire dans ce nous. Puis finalement il est revenu. Mais voilà, par exemple, eux n'étaient pas convaincus là où le Seuil était très engagé sur cette façon de faire. Donc non seulement vous êtes marraine, mais vous êtes la chef aussi. À la fin de la fin, c'est l'auteur qui doit décider. Moi, je pense que l'éditeur fait son travail en conseillant, en créant des échos, les échos nécessaires, en accompagnant. J'aime beaucoup ce qu'on disait d'Edmond Charlot, qui est l'éditeur dont je parle dans Nos richesses, et premier grand éditeur du XXe siècle, premier éditeur de Camus, qui était surnommé l'accoucheur, celui qui aide à accoucher. Mais enfin, à la fin de la fin, le bébé appartient quand même à l'auteur. Et c'est moi que ça engage. Donc, en réalité, oui, à la fin, si moi je suis convaincue, je suis convaincue. Alors, revenons à ce premier livre qui n'est donc pas le premier. Qui est donc le deuxième. Mais le premier publié, en tous les cas. Cette construction et cette volonté de polyphonie avec ce jeu qui se démultiplie. Alors, Des ballerines de Papicha, c'est un livre que j'écris presque à la fois dans une forme d'urgence et en même temps, j'ai l'impression que ce livre s'est étiré pendant des années. C'est un livre que j'écris, que je commence à la fin des années, enfin au début des années 2000, donc c'est après la décennie noire, ce qu'on a appelé la décennie noire en Algérie,
les années 90. On sort de cette période atroce et effroyable que fut la décennie noire. Je suis étudiante à l'université d'Alger. Je m'ennuie ferme, on peut le dire, je m'ennuie beaucoup. Je me suis toujours ennuyée à l'école, de la maternelle à l'université, je me suis ennuyée. Et donc, je passe énormément de temps, en réalité, en dehors de l'université. Je vais beaucoup à la bibliothèque de l'Institut français d'Alger et je vais beaucoup aussi en vadrouille, rejoindre des amis dans d'autres universités. Je passe beaucoup de temps dans les bus à écouter ce que disent les jeunes. Enfin, c'est des bus d'étudiants. Et je commence à noter un peu ce qu'il dit et je suis dans une forme d'urgence parce que je prépare mon départ à l'étranger, prépare mon départ à Paris où je suis en train de faire une inscription et je veux avant de partir prendre une photo d'Alger. Mais une photo d'Alger à ce moment-là, c'est-à-dire un moment où tout le pays, toute la ville sont en train de sortir d'un long chapitre que moi je dirais être blanc en fait, un chapitre où il y a eu très peu de couleurs, où il y a eu très peu de joie, où il y a eu très peu de collectifs, où il y a eu très peu de possibilités d'exister en tant qu'individu. Et donc, on sort à peine de ce chapitre. On n'est pas complètement dans un nouveau chapitre, on est dans un entre-deux. Et donc, c'est cet entre-deux que j'essaye de capturer. Et je décide d'écrire ce texte-là, qui est donc ce qu'on appelle un roman choral, avec plusieurs personnages. Et chaque personnage dit « je », prend la parole et se raconte. Et c'est important pour moi, le jeu, parce que je viens d'un pays où on a eu de cesse de nous dire qu'on était un nous, surtout pas un jeu, surtout pas des individus, surtout pas des individus différents les uns des autres. Une langue, une nation, une culture, une identité, une religion, c'est un peu ce qu'on a eu de cesse de marteler. Et ce livre-là, c'est un peu à l'opposé. C'est de dire à quel point dans une famille, somme toute assez banale, une famille d'un niveau assez modeste, dans un appartement tout petit à Alger, à quel point chaque membre de cette famille est un individu à part entière et vit des choses d'une richesse folle. Et c'était mettre la loupe à la fois sur la ville qui est en train de sortir des années 90, d'une ville assez tentaculaire, d'une ville pleine de secrets, d'une ville parfois assez rude, assez difficile, et mettre la loupe, poser vraiment la loupe sur ce que peut être une famille algérienne qui, en termes d'apparence, semble tout à fait normale et qui, dès lors qu'on commence à gratter, à creuser, est pleine de contradictions, pleine de reliefs, etc. Des ballerines de Papicha. Le suivant, des pierres dans ma poche. Alors, il y a une phrase qui définit un petit peu l'héroïne dans ce livre. Je la cite: « Je suis une barre médiane coincée entre Paris et Alger, entre l'acharnement de ma mère à me faire revenir à la maison pour me marier et ma douillette vie parisienne. » Alors la bonne nouvelle, c'est que je me suis mariée depuis. Non, mais des pierres dans ma poche, déjà entre des ballerines de Papicha publiées en 2010 et des pierres dans ma poche publiées donc en 2016 au Seuil, 2015 à Alger. On est encore dans voilà, dans un calendrier différent. Puis après, on va se mettre d'accord avec Barzac pour sortir les livres en même temps. Mais donc 5 ans de différence, 5 ans à me demander d'où j'écris. Ça a été un questionnement extrêmement polluant pour moi, puisque fin 2008, début 2009, je m'installe à Paris. Le livre sort quelques mois plus tard, en fait, un an plus tard, pardon, à Alger, mais je l'ai écrit à Alger, donc je le corrige à Paris, mais je l'ai écrit à Alger le premier. Ce deuxième livre, je l'écris depuis Paris, et ça me ripile de l'écrire depuis Paris. Et donc, je me questionne d'où j'écris et pour qui j'écris finalement maintenant. Qu'est-ce que je deviens comme écrivain? Mais c'est parce que pendant très longtemps en Algérie, moi j'ai vu avec une certaine frustration des écrivains d'origine algérienne ou franco-algériens, etc., parler de l'Algérie depuis la France, et avec la frustration de ne pas voir leurs livres publiés en Algérie, donc de ne pas pouvoir les lire, et d'avoir le sentiment qu'ils étaient finalement très loin de l'Algérie et qui racontaient une Algérie du passé, une Algérie d'il y a très longtemps, une Algérie qui, moi, ne me ressemblait pas ou dans laquelle je ne me retrouvais pas. Et j'avais peur de devenir ça. J'avais peur de devenir une caricature moi-même. Et ça m'effrayait énormément. Et des pierres dans ma poche, c'est le résultat de ce questionnement-là.
Et donc, c'est un livre qui est donc d'une jeune fille qui a 30 ans, qui habite à Paris, mais dont toute la famille est en Algérie, et qui reçoit un coup de fil de sa mère qui lui dit « Ta petite sœur va se marier, il ne reste plus que toi ». Et ce « il ne reste plus que toi » va venir chambouler l'héroïne qui va se demander, qui va faire une espèce de chemin et de réflexion de pourquoi est-ce qu'il ne reste plus que moi. D'abord, est-ce que vraiment il ne reste plus que moi? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que moi, je n'arrive pas à me marier? Et est-ce qu'au fond, j'ai envie de me marier? Qu'est-ce que ça veut dire se marier? Qu'est-ce que ça veut dire qu'être une femme de 30 ans célibataire en Algérie? Et donc, c'est un livre que j'écris à ce moment-là et qui est un livre où vraiment l'héroïne est sur la pointe des pieds depuis Paris et regarde Alger. Et c'est vraiment comme ça que je me sentais. Et ça a été un livre assez vertueux pour moi, qui parle beaucoup des années 90. Déjà, il y a beaucoup de mes propres souvenirs des années 90 dans ce livre-là, mais qui posait vraiment cette question de la course au mariage pour les jeunes filles et de la nécessité absolue de marier ces filles, de les faire sortir de la maison mariées. Et j'en parle au présent parce que il y a 2 ans, j'ai écrit une série avec Zulekha Tahal, qui est une réalisatrice algérienne que j'aime beaucoup. On a écrit une mini-série qui s'appelle El Serdine, les sardines, avec Arte, que vous pouvez voir sur Arte TV, sur Internet, qui est une mini-série de 6 fois 12 et qui repart de ce livre-là et qui met en scène cette jeune fille de 30 ans qui n'est pas mariée, dont la petite sœur va se marier, qui est ingénieure biomaritime. On a écrit cette série ensemble et on est allé la tourner à Oran. Donc tout est tourné en Algérie, Alger à Oran, avec des Algériens. Ça a été 100% fait en Algérie avec l'aide de l'Institut français, d'une boîte de production algérienne, d'une boîte de production française. La série, elle est dans un mélange d'arabe et de français, très joyeux, comme on retrouve en Algérie. Et on a été complètement dépassé par la réception. On a eu des millions de personnes qui l'ont vu. On a reçu surtout des centaines et centaines de commentaires de femmes qui nous disent « c'est ma réalité aujourd'hui encore, on me parle uniquement de mon célibat et ça vient polluer toute ma journée ». Et donc je le dis au présent parce que c'est vraiment un sujet de société qu'une femme célibataire, alors c'est en Algérie le cas, mais c'est le cas dans énormément de pays dans le monde, c'est aussi le cas en France. La question du célibat des femmes, c'est que la femme dans la société est censée se marier, avoir des enfants, et c'est son vecteur premier. Alors le livre, c'est Des pierres dans ma poche. Le suivant, alors on va quitter la famille, mais on va retrouver les éditeurs, enfin un éditeur, et quel éditeur, puisqu'il s'agit d'Edmond Charlot, dont la librairie se ferme et va être destinée à autre chose. Alors Edmond Charlot, rapidement, si vous pouviez nous le présenter. Edmond Charlot, né à Alger, il est passionné de littérature et son rêve dans la vie, c'est d'être éditeur. Et donc, il va très vite se lancer dans un travail d'édition avec Albert Camus. Excusez du peu. Pas les plus mauvais. Non, en fait, il aide Albert Camus, Albert Camus, avec 3 copains, monte une pièce de théâtre à Alger. Et le maire d'Alger décide de l'interdire. Camus doit rembourser les frais mis en place pour la pièce de théâtre, les costumes, les décors, et donc demande à Edmond Charlot de publier son texte et de le vendre pour que... et donc ils le font en cachette, c'est un texte qui est interdit à Alger, sous colonisation, la police française, et Edmond Charlot va donc faire son premier travail d'éditeur, c'est ça, il va publier ce texte-là sous les initiales EC pour Edmond Charlot. Tout le monde croit que ce sont les éditions camusiennes. Et donc il publie, puis il se lance assez rapidement dans l'édition et dans l'édition, la galerie d'art, le prêt de livres, la librairie, puisqu'il va ouvrir, il va prendre un tout petit local à Alger, si petit que, disait-il, il pouvait tendre les 2 mains et toucher les murs de part et d'autre. Alors le local existe toujours, la bibliothèque existe toujours à Alger. C'est vrai que c'est assez minuscule, c'est extraordinaire, c'est un lieu où il y a une âme. Edmond Charlot ouvre donc sa librairie / maison d'édition / bibliothèque / galerie d'art à Alger avec Camus qui l'aide beaucoup pendant les premières années. Et ça va être
un immense éditeur français. Ça va être l'éditeur, d'abord le grand éditeur pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'à un moment où la France est occupée, lui est en zone libre et il va publier Vercors, il va publier énormément, Saint-Exupéry, il va publier tous les auteurs qui cherchent un éditeur en zone libre. Il va découvrir énormément d'auteurs, de ceux qu'on appelait les auteurs de la Méditerranée, les auteurs français en Algérie. Il va jouer un rôle de passeur d'art. Il va tenter l'expérience parisienne où il va avoir un certain succès avant de faire faillite. C'était un très mauvais gestionnaire, mais ça qui est c'est ça qui moi me touche beaucoup. Il est sublime parce que lui, ce qui l'intéresse vraiment, c'est la littérature. Il gère extrêmement mal les finances de la maison d'édition. Et puis, c'est lui qui invente la 4e de couverture, parce que le fait d'avoir le résumé du texte à l'arrière, c'est une invention d'Edmond Charlot. Il y a des pages, moi, quand j'ai travaillé sur Charlot, que j'ai retrouvé ses archives, il y a des choses extraordinaires sur la façon dont il cherche du papier pendant la Seconde Guerre mondiale, dont il fabrique une encre artisanale, parce qu'il n'y a plus d'encre, il n'y a plus de papier, il n'y a plus rien pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment il crée des livres avec 3 fois rien. Et puis aussi, ça raconte l'édition, bien sûr l'édition, mais aussi l'édition française en Algérie, le fait qu'il n'y ait pas de lien avec les auteurs algériens, les auteurs qu'on appelait indigènes, musulmans, comme vous voulez, à cette époque-là, qui publient en France plus facilement qu'ils ne publient en Algérie, au grand désarroi d'ailleurs de Charlot, qui fait faillite au moment où tous ces auteurs francophones vont émerger. Et Charlot, c'est quelqu'un qui avait vraiment la Méditerranée, l'Algérie chevillée au corps. Il revient vivre en Algérie après l'indépendance. Sa 2e galerie d'art qu'il ouvre après la première est bombardée par l'OAS, donc il est obligé de quitter l'Algérie quelques temps, mais il revient très vite. Il va être un galeriste et un homme de culture pendant les premières années de l'Algérie indépendante. Le livre, c'est un hommage à cet homme dont vous venez de parler, de dresser le portrait, mais c'est aussi une réflexion sur l'édition, les relations entre les écrivains. Ce que vous disiez tout à l'heure à titre personnel, c'est aussi à travers Charlot, Ouais. vous décrivez cette relation écrivain-éditeur. Oui, c'est un hommage aux éditeurs. Moi, c'est vrai que j'ai eu la grande chance d'être édité par ce que je dirais être des vrais éditeurs, c'est-à-dire des gens qui ont la littérature chevillée au corps, qui ont une grande culture générale, qui lisent énormément, qui pensent le monde. Avoir des discussions avec Selma et Sofiane, c'est vraiment un luxe extraordinaire d'avoir des éditeurs comme ça, qui ont une telle capacité de comprendre ce que j'essaye de faire à travers mes textes, de le comprendre à tous les niveaux, c'est-à-dire parce qu'ils sont algériens, parce qu'ils ont une bonne connaissance de la littérature algérienne dans laquelle je m'inscris, parce qu'ils ont aussi une très bonne connaissance de la littérature au sens très large, mondial, si je puis dire, dans laquelle je m'inscris aussi, parce qu'ils savent aussi à quel point, pour moi, c'est important d'être dans la justesse lorsque je parle de ce pays, dans la justesse lorsque je parle d'une jeunesse qui est ballottée entre plusieurs vents, parce qu'ils connaissent ces sujets-là. C'est vrai que c'est un luxe inouï pour un écrivain d'avoir ce type d'éditeur. C'est ce qu'a été Charlot. Il y a Jules Roy, je termine le livre là-dessus, mais Jules Roy a des mots extraordinaires pour Charlot. Il dit... Aujourd'hui, Charlot, en Algérie. Ah oui, Charlot en Algérie, je suis très fière de dire que grâce à moi, la bibliothèque et la librairie de Charlot est très connue à Alger et maintenant figure dans les guides touristiques d'Alger. Donc c'est une grande fierté. Et Charlot, donc la librairie existe toujours, il y a un grand portrait de Charlot. Mais Charlot a été complètement oublié en France comme en Algérie, ce qui est assez fou parce qu'il a vraiment été un marqueur dans l'histoire de l'édition. Et on doit, moi si j'ai pu écrire ce livre, c'est aussi et surtout grâce à tout un groupe d'amis de Charlot à Pézenas qui ont fait un travail à la veuve de Charlot, mais aussi à plusieurs amis qui ont fait un travail assez formidable autour de ces interviews, de récits, de textes autour de Charlot avec les auteurs. Et il y a donc l'éditeur Jean-Charles Domins qui a fait ce travail-là de conserver des archives autour de Charlot, qui était un petit peu confidentiel, mais là c'est le pouvoir de la littérature de rendre ça beaucoup plus universel, et nos richesses a été traduit dans plus de 15 langues. Donc on a Charlot en chinois, on a Charlot en anglais, en espagnol, en allemand, en roumain, on a Charlot partout. Ça c'est une grande fierté pour moi, en arabe aussi. Alors le livre suivant peut avoir avec le précédent, on peut toujours tisser des liens, les petits de décembre avec un D majuscule. Cette fois, on est dans
dans les faubourgs d'Alger. On est dans une cité qui a été construite à la fin des années 80, qui est destinée aux familles de militaires. Et au milieu de cette cité, il y a un terrain vague qui est resté un petit peu comme ça pendant très, très longtemps. Et ce terrain vague a été aménagé par les gens du quartier, en particulier par les gamins, et qui se sont appropriés ce lieu et qui en ont fait un terrain de foot. Et le livre commence avec des gamins et gamines qui jouent au foot lorsque le lendemain surgissent des militaires qui ont des plans et qui veulent en faire autre chose et qui veulent s'approprier à leur tour ce terrain. Et ça va être un combat entre... C'est une histoire qui vient d'où, qui existe. Cette cité, elle existe. Dites-nous un peu la genèse de ce livre. Cette cité existe. Donc c'est un livre qui lui, paraît en 2019. Grande année. Année du Hirak en Algérie, année de la naissance de mon fils, donc grande année. Et donc, la cité du 11 décembre, moi je la connais bien parce que j'ai vécu plusieurs années là-bas. Et j'arrive un jour pour rendre visite à mes parents et tout le monde est un peu en ébullition dans le quartier. Parce qu'effectivement, il y a ce terrain vague que là encore je connais bien, parce que mes frères, mes cousins ont passé beaucoup d'heures sur ce terrain vague à jouer au foot. Hein. C'est vraiment un terrain vague. Ils ont un peu mis des pilots et puis ils jouent au football là-bas. Mais c'est à peu près ce qu'il y avait. C'était la seule chose qu'il y avait pour le quartier. Il n'y avait rien d'autre pour les gamins. Et donc on m'explique qu'il y a maintenant des généraux qui vont construire leur maison, qui ont acheté le terrain, sans doute en toute bonne foi, mais ils ont pris donc le terrain des enfants et qu'il y a eu toute une révolte et que les enfants se sont battus sur ce terrain et ne veulent pas lâcher le terrain. Et moi j'ai été complètement prise dans cette histoire parce que c'est vraiment le pot de fer contre le pot de terre. Et j'ai trouvé que cette histoire était passionnante. Et donc, je suis allée creuser un petit peu autour de ce fait divers, et c'est ce qui est devenu Les Petites Décembre, donc, qui est une fiction inspirée d'un fait divers réel. Et j'ai écrit ce livre en imaginant toute une révolte qui avait lieu autour de ces enfants, etc. Et j'ai écrit le livre avant le Hirak. Et au moment où je termine le livre, a lieu le Hirak, qui démarre dans cette euphorie, cette révolution. Et donc, ce livre-là a été presque un écho au Hirak, malgré lui. Et j'imagine donc 3 enfants qui vont occuper les lieux. Mais dans le livre, ce que je raconte aussi, c'est finalement une histoire de génération, parce qu'il y a la génération des parents qui, eux, veulent tout abandonner ce terrain, qui ne veulent pas de problème, qui essayent d'empêcher les enfants de se battre pour ce qui leur est cher. Et puis en face, on a des enfants, et les enfants, c'est un monde assez étonnant dans le sens où ils n'ont aucune capacité de comprendre l'injustice. Quand c'est injuste, c'est injuste. Vous ne pouvez pas rationaliser les choses. Et c'est injuste pour eux. C'est leur terrain, ça a été le terrain de leurs grands frères, ça a été le terrain des cousins, donc c'est leur terrain. Et donc dans cette forme d'injustice, ils vont aller puiser un courage assez fou, et ils vont occuper le terrain, et ils vont être aidés finalement par les générations encore d'avant. Et je voulais raconter ça, cette espèce de crispation qui a lieu entre les générations, ceux qui abandonnent, ceux qui luttent, ceux qui ont décidé que c'était trop tard, entre ceux qui ont décidé que c'était pas trop tard et qu'on pouvait toujours changer les choses. C'est quoi la révolte? D'où elle naît la révolte? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un peuple sort dans la rue? Qu'est-ce qui fait que parfois une étincelle suffit à mettre tout un quartier autour d'une cause? Qu'est-ce qui fait que certains adhèrent, que d'autres n'adhèrent pas? Et c'est un peu ce qui est devenu la genèse des Petites Décembres. Une question de romanesque fiction au-delà du roman. Que sont-ils devenus? Les villas sont grandes. Voilà. Il n'y a plus de terrain de foot. Il n'y a plus de terrain. Non. Elles sont marrantes, ces villas, d'ailleurs, parce que ils ont fait une inspiration haussmannienne, très étrange. Le suivant, Au vent mauvais. Alors cette fois, c'est encore une autre, on change complètement d'histoire. 2 hommes qui sont amoureux d'une même femme. Jusque-là, rien de très nouveau. En France. Il y a des choses qui... Oui, ça a déjà été raconté plusieurs fois. Mais entre ce trio... La Seconde Guerre mondiale va apparaître. L'un d'entre eux, Saïd, va devenir un écrivain. Il va même devenir il va publier le plus grand roman algérien. C'est en tous les cas comme ça qu'est présentée son œuvre. Et il s'appelle Saïd, donc, et
alter ego et concurrent, qui s'appelle Tarek, lui revient au village et il va se marier avec Leïla, la jeune femme convoitée. Mais l'histoire du roman, ce plus grand roman algérien, finalement, ça va être l'histoire de ce couple. Et toute la question que vous posez, c'est comment et pourquoi, et est-ce possible, et est-ce qu'un romancier a le droit de s'emparer d'une histoire qui s'est passée à côté de lui? Alors ça rappelle des histoires qui ont eu lieu dans la littérature française et dans d'autres littératures d'ailleurs. C'est ça la question essentielle du roman, c'est jusqu'où l'écrivain peut aller dans la vie intime de ses amis, de ses voisins. C'est une question, très compliquée, hein, dans laquelle je suis allée m'engouffrer pour plein de raisons personnelles, mais que je raconte dans le livre. En racontant nos richesses et en parlant d'Edmond Charlot, c'était un ode à l'édition, mais c'était un ode à la littérature, et c'était presque, au vent mauvais, c'est presque l'inverse, c'est presque l'opposé. Tu disais l'un suit l'autre. En fait, moi, chacun de mes livres a en écho un autre de mes livres. Et là, j'en ai 6. Donc, j'ai terminé le cycle. Mais Au vent mauvais était complètement en écho à nos richesses, même si ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre en termes de fiction et de narration. Donc, Au vent mauvais, histoire de trois amis, 2 hommes, une femme, tous les 2 amoureux de cette femme. Elle en choisit un qui est un paysan, plutôt que l'autre qui est un poète. Le poète est vexé, le poète quitte le village, le paysan, lui, reste. Il vit une vie pas si facile puisqu'il est emmené, il va faire la Seconde Guerre mondiale, il va vivre des expériences assez traumatisantes, des camps de travail, etc. Il va revenir, il va repartir en France comme ouvrier, il va revenir en Algérie à la demande de sa femme. Le deuxième quitte, devient écrivain et devient le grand écrivain national presque, puisque c'est le premier écrivain de langue arabe qui publie un roman algérien. Ce n'est pas rien dans l'Algérie indépendante. Et il raconte une histoire d'une femme dans un village, et il nomme le village et il nomme la femme. Et sauf que ce village existe vraiment, c'est un tout petit village, et que cette femme existe vraiment. Et moi, quand je suis étudiante à l'université d'Alger, on me conseille de lire le premier roman de langue arabe, parce qu'on me dit, tu es en littérature française, mais il faut lire aussi la littérature arabe. Et donc, je lis ce livre. Et quand je lis ce livre, je me rends compte que l'histoire a lieu dans un village que je connais très bien, pour y avoir vécu, et parce que c'est là qu'habitent mes grands-parents. C'est un tout petit village, comme c'est marrant. Et puis, je tourne les pages, et je me dis, ah, c'est marrant, l'héroïne a le prénom de ma grand-mère. C'est drôle, il y a un personnage, il a le prénom de mon grand-père. Et il y avait trop de similitudes. Et donc, je monte ce livre. Et on me dit, oulala, attention, non, cache ce livre, grand, n'en parle pas. Et ce livre, et donc, moi, quand je découvre ce livre, je suis à la fois fascinée et effarée de ce que donc a été cette histoire. Ma grand-mère n'est jamais allée à l'école et mon grand-père non plus, parce qu'ils sont nés. Ma grand-mère a 100 ans, donc elle est née sous la colonisation, et comme beaucoup de femmes, surtout dans le milieu rural, elle n'est pas allée à l'école. Il y avait à peu près, de mémoire, 5% ou 6% des filles qui allaient à l'école sous la colonisation française. Et donc, effarée par ce qui s'est passé, et en même temps fascinée de me dire qu'il y avait une histoire littéraire dans mon arbre généalogique, alors que moi, je n'avais connaissance d'aucun artiste dans mon arbre généalogique, et que pour ma mère, les artistes, c'était soit des anarchistes, soit des communistes. Et pour elle, c'est au même niveau, anarchiste, communiste, et c'est quelque chose d'assez négatif. Donc, imaginez sa grande joie de m'avoir comme écrivaine, et en plus mariée après 30 ans. À partir de là, cette histoire, elle m'accompagne longtemps, et j'essaye. Et puis, je deviens écrivaine, ce qui n'est pas rien pour mes grands-parents, finalement. Trahie par un écrivain et ayant une petite fille écrivaine. Et j'essaye, en l'écrivant Au vent mauvais, de raconter une autre histoire de mes grands-parents que celle que lui a racontée. Mais en même temps, ce n'est pas du tout contre lui, parce que moi, je trouve que son livre, par ailleurs, était assez extraordinaire d'un point de vue romanesque. Mais c'est vraiment à la fois leur redonner une autre histoire et, en même temps, me questionner de
qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Est-ce qu'on a le droit de nous approprier les histoires? Et à qui sont les histoires? Parce qu'en réalité, c'était aussi son histoire à lui, mais est-ce qu'on a le droit de faire ça ou pas le droit de faire ça? Et en même temps, je vous dis ça, il y a une force lorsqu'on est écrivain et qu'on trouve la bonne histoire. On est capable, je pense, on devient des tornades. On est capable d'à peu près tout pour la raconter, cette histoire. Et en fait, ça nous dépasse. Et moi, j'ai eu ces discussions tellement de fois auprès de tellement de gens qui ne comprenaient pas en me disant, mais oui, mais il faudrait changer le nom. Mais en fait, ça dénature de changer le nom. C'est vrai. Et j'ai conscience en le disant à quel point c'est tout à fait difficile à comprendre parce que pour le lecteur, ce n'est pas le cas. Mais pour l'auteur, c'est quelque chose d'assez terrible. Moi, j'ai changé tous les noms au vent mauvais, mais ça a été une très longue introspection et très longue discussion. Il s'avère que je l'ai écrit quand j'étais à Rome, à la Villa Médicis, et ça a été des longues discussions que j'ai eues avec beaucoup de pensionnaires de la villa, où on a fait un thème de discussion de cette décision. Est-ce qu'on change ou pas les prénoms? Est-ce qu'on change ou pas les noms? Et moi, j'avais eu cette phrase un peu malheureuse en disant, non, mais dans le premier livre, il y avait déjà leur nom. Et quelqu'un m'a dit, mais tu te rends compte, donc si ça les a blessés une fois, tu es d'accord pour blesser une deuxième fois. Et en fait, tout le monde essayait de me faire travailler sur, mais qu'est-ce que ça change? Et je pense que pour un écrivain, ça change quand même beaucoup les choses. Pour un écrivain, il y a quelque chose de l'ordre de l'attachement viscéral à la bonne histoire, et que cette bonne histoire, une fois qu'on l'a dans l'esprit, avec des noms et des lieux, c'est assez difficile de changer les choses. Mais j'ai pas une réponse dans ce livre-là absolue, si ce n'est que je comprends toutes les parties et que j'avais envie, moi, de permettre à mes grands-parents et donc aux personnages que je raconte d'avoir une autre histoire beaucoup plus incarnée et de leur donner, c'est presque un siècle d'histoire que je raconte, de leur donner une grande latitude, de leur donner une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus colorée. J'adore la couverture du livre qu'on a choisi avec Bernard Comment, mais de leur donner plus d'espace, plus de liberté. Merci d'avoir raconté l'intimité de ce livre. Alors, c'est l'écrivaine de tous ces livres dont on vient de parler qui est conviée à cette aventure, Une nuit au musée. Alors, plusieurs écrivains ont déjà fait cette expérience d'aller passer une nuit au Louvre, une nuit à la pointe de la lagune. Bon. Même donc, à l'étranger, Diane Masloum au Liban, oui. Musée national, enfin, absolument. Un peu partout. Il y a toute une série d'écrivains qui ont passé et qui ont eu cette expérience. On vous propose cette expérience. Il y a des préalables parce que au départ, le projet, il est tel que une nuit dans un musée, et on vous propose le musée Picasso. On me propose le musée Picasso en 2000. On me parle du projet fin 2017, donc je viens de sortir Nos richesses, et on me propose de passer la nuit au musée Picasso parce qu'à l'époque, il n'y a que le musée Picasso qui a accepté d'accueillir des écrivains pour la nuit. C'était pas un projet si évident. Alina Gurdia, elle a fait un travail extraordinaire sur la collection, mais enfin, en 2016-2017, quand elle a l'idée qu'elle va aborder des musées, les musées et leurs assureurs ne sont pas du tout partants pour laisser des artistes passer la nuit tout seuls au milieu des œuvres. Ils ont peur à la fois pour les œuvres et à la fois pour les artistes. Donc en fait, il n'y a que le musée Picasso qui est d'accord. Donc c'est pour ça que beaucoup de livres de cette collection, les premiers, ont lieu au musée Picasso. Leïla Slimani, Kamel Daoud, Abdel Absman, enfin ils sont plusieurs à dormir au musée Picasso. Et je fais partie de cette première cohorte d'artistes invités au musée Picasso. Mais alors c'est moi qui ai fait 2 nuits dans un musée, donc le musée Picasso en 2018 et en 2022 l'Institut du monde arabe, c'était totalement différent. À l'Institut, quelques années plus tard, parce que la collection aujourd'hui est bien installée, mais à l'époque, on m'a noyé sous des formulaires, des assureurs, tout le monde était extrêmement inquiet, ils avaient peur qu'il m'arrive quelque chose dans ce musée, donc vraiment. Et donc, quand j'arrive pour passer cette nuit, je ne dis à personne que je suis enceinte, parce que j'ai très peur qu'on m'interdise d'y aller. Ils étaient déjà tellement inquiets que je passe ma nuit là-bas, enfin, sauf Alina, elle n'était pas du tout inquiète. Mais donc, je ne dis absolument à personne que je suis enceinte de 2 ou 3 mois et qu'en fait, je suis au bout de ma vie et que j'ai absolument aucune envie de passer ma nuit au musée. Mais bon, ça a été tellement compliqué à mettre en place, ça a engagé tellement de gens autour de ce projet-là que je me suis tue et je suis venue, j'ai signé tous les papiers disant que tout allait bien,
Je me rappelle, enfin vraiment, il y avait tout un protocole où je m'engageais. Enfin, je prenais mes responsabilités s'il venait à m'arriver malheur dans le musée. Donc voilà, première expérience. Et l'expérience ne fonctionne pas. Oui, il ne fonctionne pas pour plein de raisons. La première raison, c'est que je ne suis pas dans un état physique très acceptable pour ce genre d'expérience. J'ai avec moi un gardien extraordinaire au musée Picasso qui connaissait très bien les œuvres, et je dors dans une collection folle parce que ce sont... J'ai bien sûr les tableaux Picasso, notamment les premiers tableaux Picasso moins connus qu'ensuite, quand il va travailler ses œuvres. Mais les premiers tableaux sont très classiques, en fait. Moi, je les avais jamais vus. Et ça, c'était déjà en soi quelque chose d'assez intéressant. Et en plus, c'était une exposition des tableaux que possédait Picasso. Donc, les tableaux que lui aimait. Donc, il y avait plein. Il y avait Matisse, il y avait Monet, il y avait Modigliani, etc. Et donc, c'est une nuit assez foireuse, pardon du terme, mais très foireuse même. Déjà, j'ai des nausées, donc j'ai envie de vomir sur un Modigliani, et non pas, c'est pas lié à l'œuvre qui est très belle, mais c'est vraiment lié à mon état physique assez affreux. Et je finis par aller m'effondrer sur un lit de camp, et je fais un cauchemar, et je vis très très mal cette expérience. Mais bon, au réveil au matin, je dis à Lina que tout s'est bien passé, qu'elle aura un livre dans quelques mois. Ce qui ne va pas du tout être le cas, puisque je vais écrire des petits de décembre à la place. Donc l'idée est abandonnée, mais elle revient. Alors abandonnée, non. Moi, je dis à Stock, oui, ça va arriver, j'en fais un autre, mais ça sera le cas. Mais oui, la nuit était formidable, j'ai déjà plein d'idées. Je m'enfonce dans une espèce pas de mensonge, mais je me convainc que ça va avoir lieu. Et pendant des années, je leur dis, si, le texte est presque prêt. En fait, il n'y a pas de texte, et la nuit n'a pas marché, et il n'y aura pas de livre. Donc, à ce moment-là, on vous propose une deuxième chance. Non, à ce moment-là, je fais les petites décembre. Je leur dis, mais non, mais ce livre, c'est imposé à moi, tu comprends. Donc, toi, c'est après, etc. Ensuite, je fais Au vent mauvais. Non, mais il fallait absolument que je fasse Au vent mauvais. Mais tu sais, vraiment, c'était une nuit très bien, très intéressante. Puis, je l'appelle un jour et je lui dis, écoute, en fait, non, laisse tomber. Voilà, viens, on annule le contrat. Et moi, je ne signe jamais de contrat d'habitude. Je signe un contrat que quand mes livres sont prêts. Et là, j'avais signé un contrat, et donc chaque année, je recevais une relance des éditions Stock, me rappelant que j'avais signé un contrat, que je devais un livre, etc. Donc, je m'en ouvre là, à mon éditeur au seuil, qui me dit, non, mais attends, laisse tomber, je te rachète le contrat, viens, on ne le fait pas. Lui, que je le fasse ou que je le fasse pas, c'est pas chez lui, donc il me dit viens, laisse tomber et tout. Je dis non, mais quand même. Donc j'appelle Stock, je leur dis écoutez, laissez tomber, je le ferai pas, j'y arrive pas, je ne le ferai pas, je ne le sens pas, je suis embêtée là depuis des années que vous attendez. Et Alina et Manuel Carcassonne, qui est directeur de Stock, me disent non, mais tu sais, prends le temps, nous on n'est pas pressés. Peut-être qu'à un moment ça viendra, prends le temps, non, on va pas casser le contrat, t'inquiète pas, etc. Et en 2022, donc depuis 2017, mon fils a 3 ans, donc 4 ans qu'on attend le texte, je vois que l'Institut du monde arabe va faire une expo sur Baïa, qui a toujours été le projet. Et donc j'appelle Alina et je lui dis écoute, faisons une autre nuit au musée. Ouvre-moi les portes de l'Institut du monde arabe, je voudrais passer la nuit dans l'exposition Baïa, et cette fois, je te le promets, il y aura un texte. Alors un mot justement sur Baïa quand même, qui est-elle cette peintre qui est née dans les tout débuts des années 1931, centenaire de l'Algérie. 31, elle meurt en 98. Alors à la fin des années 90. Et elle va avoir un succès très jeune, dès 15-16 ans, elle a du succès. Dites-nous un peu qui est cette Baïa. C'est une Algérienne musulmane, née pas très loin d'Alger, dans une famille modeste mais heureuse. Après coup du sort, son père meurt, puis sa mère meurt, et elle est recueillie par sa grand-mère, qui n'est pas une femme très gentille, et comme beaucoup de petites filles de sa condition et de son époque, elle travaille très jeune, très enfant, elle travaille dans des fermes françaises.
Et donc, dans cette ferme, qui est celle d'une famille française installée en Algérie, il y a Marguerite, qui est une jeune femme qui vient d'arriver en Algérie, qui a fui la France parce que c'est la Seconde Guerre mondiale et que son mari à elle est juif. Donc ils ont fui la France pour l'Algérie. Et Marguerite rencontre Baya et va être extrêmement attachée à cette petite fille, cette jeune fille, qu'elle va prendre chez elle comme domestique avant de nouer une relation très forte, puisque Baya l'appellera maman pendant plusieurs années. Et elle va la recueillir, Marguerite. Baya va même aller devant la justice pour demander que le lien avec sa grand-mère soit rompu. Baya est dans un appartement algérien très bourgeois, avec beaucoup d'œuvres au mur. Et puis, c'est une petite fille qui a vécu un temps en Kabylie. Donc, on peut imaginer qu'elle a été très marquée par des robes très colorées, par la poterie, par beaucoup en fait, de choses liées à l'artisanat algérien, mais aussi aux tableaux qu'elle voit chez Marguerite et Frank McEwen. Et un jour, elle commence à peindre un petit peu et Marguerite trouve que cette petite jeune fille a du talent et donc elle va confier quelques œuvres à Périssac, un sculpteur français installé en Algérie parce que Maria est une Française d'Algérie. Et Périssac lui-même reçoit la visite de Aimé Macte, grand galeriste de l'après-guerre. On a encore la galerie Macte à Paris, qui vient Fondation Macte, voilà, quelques années plus tard, qui va créer après la mort d'un de ses fils. Et Aimé Macte est en Algérie pour gérer la succession Bonnard, et il va rendre visite à Périssac, qu'il connaît, en lui demandant s'il a des œuvres à lui montrer. Périssac lui montre des œuvres et surtout lui dit « J'ai des œuvres d'une jeune fille ». Elle a 16 ans, 17 ans, 15 ans, je ne sais plus très bien. C'est une Algérienne, elle est autodidacte. Mais c'est assez intéressant ce qu'elle fait. Et Macte voit les œuvres et décide qu'il fera de Baya la grande révélation parisienne de l'année. Et donc, il va inviter Baya à faire un vernissage, le grand vernissage à Paris. Et c'est un événement mondain assez extraordinaire. Il invite le tout Paris, il demande à Breton d'écrire un texte pour annoncer, pour accompagner l'exposition. Camus va passer à l'exposition. On a vraiment, enfin, elle va déjeuner avec Dior quelques jours plus tard. On est quand même dans quelque chose d'assez mondain et d'assez extraordinaire avec une couverture presse folle. Il va créer un événement, Macte. C'est pas seulement un vernissage, et c'est un événement qui est très marqué par l'orientalisme, l'exotisme qu'on va créer autour de Baya, puisqu'en réalité, tous ces gens viennent surtout voir la petite arabe, beaucoup plus que les œuvres. Alors, on achète beaucoup d'œuvres, on achète des sculptures, etc. Mais surtout, on vient voir une petite arabe qui peint. Camus dit d'elle, c'est la princesse au milieu des barbares. Oui, Camus écrit une lettre que je trouve assez lucide sur l'événement. Camus n'est pas dupe de ce qui se passe. Il passe parce qu'on lui demande de passer. Alors, c'est le cadi Benoura qui est le juge, un peu l'équivalent d'un juge, qui a la tutelle de Baya en Algérie, qui est très inquiet de ce que fait Baya, parce que c'est pas évident. Elle part chez des gens que personne ne connaît. Elle va à Paris toute seule. Elle va exposer toute seule. Elle est encore mineure. Elle n'a jamais voyagé de sa vie. Elle n'a jamais pris l'avion. Tout ça est très nouveau et elle est envoyée là-bas. Donc, Kadi Benoura, qui connaît un peu Albert Camus, lui écrit, il lui demande de prendre sous son aile Baya et de vérifier que la jeune fille va bien et qu'il ne lui arrive rien. Il parle de machination. Il dit attention, il peut lui arriver des choses. Elle pourrait être mal conseillée. Il pourrait se passer quelque chose. Il est très inquiet. Et Camus passe ce soir au vernissage, fait le tour. Il écrit cette lettre et il lui dit au milieu de la foule, c'est la princesse au milieu des barbares. Et donc les mondains sont les barbares et elle, c'est la princesse. Et parce qu'il n'est pas dupe de la façon dont les Parisiens se comportent à l'égard de Baya. Alors, on revient au livre et à votre situation. Donc, vous êtes au musée de l'Institut du monde arabe. Vous voulez écrire sur Baya, dont vous parlez avec la chaleur que vous venez d'avoir avec nous. Alors encore une fois, Stock a beaucoup de mérite, non seulement de m'avoir beaucoup attendu, d'avoir organisé 2 nuits au musée, mais en plus d'avoir reçu un texte qui n'était pas celui prévu, puisque moi je leur propose un texte sur Baya. Et en fait, c'est un texte sur Baya, mais c'est surtout un texte effectivement sur ma famille et sur les années 90, qui était vraiment pas du tout prévu. Moi, j'étais venue raconter Baya et je me retrouve à raconter une autre histoire, celle du retour en Algérie,
en 1994 avec ma famille. Quand votre père décide, parce De qu'il nous ramener en Algérie. il y est un peu contraint d'une certaine façon. Il y est contraint et en même temps, il y va en courant. Ouais. Il a une dette quand même. Il a une dette, puis il a envie de rentrer chez lui. Ouais. Et ça, vous le vivez assez mal quand même, la petite Au fille. début, je le vis assez mal. Vous Il avez n'est pas 8 ans, clair. hein. Oui, enfin, moi j'ai 8 ans, j'habite en France depuis quelques années. J'ai complètement oublié d'ailleurs ce que c'est que de vivre en Algérie. Je ne parle plus arabe puisque mes parents ont très peur que je sois mauvaise à l'école, ce qui aurait été le drame familial, le plus grand drame familial. Donc on m'apprend le français. Mon père apprend le français quasiment à ce moment-là aussi. En tout cas, il apprend à maîtriser un peu mieux son français. Il fait une thèse de doctorat en France. Et donc, de 4 à 8 ans, je suis en France et à 8 ans, on rentre en Algérie. Mais je suis assez contente de rentrer parce que moi, on me vend que l'Algérie, c'est extraordinaire, c'est la carte postale, c'est la mer, c'est le soleil, c'est la famille, ça va être bien. Et en fait, personne ne nous explique, à nous les enfants, qu'il y a un couvre-feu, que le terrorisme fait rage, qu'on est dans une situation en fait extrêmement dangereuse et que notre retour, il est tout sauf évident ou facile. C'est la décennie, ce qu'on a appelé la décennie grise ou la décennie noire, où bon nombre d'Algériens vont être les victimes, et en particulier les intellectuels et les écrivains. L'époque de Djaoud, oui, tout à fait, d'artistes, de musiciens, Cheb Hasni, de journalistes aussi, Saïd Makbel, etc. Et pas que lui. Et Mustapha Ben Fodel, qui est un écrivain algérien que j'aime beaucoup, que tu connais peut-être, tu as peut-être lu, qui est publié chez Barzac notamment, avait eu cette phrase à ce moment-là, en parlant des intellectuels algériens, en disant le choix, c'est Paris ou la mort. Et je trouvais que cette phrase disait absolument tout du drame qu'on vivait. Vous dites, vous posez d'autres mots, vous dites c'est la trouille totale et absolue, la violence, l'effroi, le soupçon devient certitude, c'est des morceaux de phrases que je cite, l'affreuse peur qui pourrit tout, nous étions soumis à une drôle de météo, celle des attentats. Oui, oui, puisque l'attentat rythme absolument tout. L'attentat décide si vous pouvez sortir ou pas, l'attentat décide ce qui va se passer en fait. Et puis, c'est assez étrange ce genre de moment, parce que moi, ce que je disais, je pense que ce qui a été le plus dur dans les années 90, c'est le sentiment, en tout cas pour moi, à ce moment-là, que ça n'avait pas de fin, que ça serait toujours comme ça. Et on ne savait pas que ça pouvait se terminer, ou que ça allait se terminer. On n'avait plus d'espoir. Enfin, moi, j'avais aucun espoir. Je ne savais pas que ça se terminerait un jour. Je pense que les adultes avaient une lecture beaucoup plus rationnelle des événements. Ils suivaient les événements politiques. Ils savaient ce qui se passait beaucoup mieux que nous, les enfants. Mais pour nous, moi, ça a duré de 94 jusqu'aux années 2000. Donc, une très grosse période de ma vie, finalement, toute mon enfance, mon adolescence et jusqu'au début de l'âge adulte. Et j'avais le sentiment que ça serait toujours comme ça, que ça serait toujours vivre dans la peur, dans la crainte d'un attentat, dans la crainte de la bombe qui explose, dans la crainte d'être au mauvais moment, au mauvais endroit. Le mauvais moment, en réalité, le mauvais endroit, on y était toujours, en réalité. C'était le moment qui déterminait si vous alliez être en vie ou pas. Et donc, vous savez, il y a ce jeu sur les ordinateurs de l'époque où vous cliquez sur des cases et il y a des bombes. Et il ne faut pas tomber sur la bombe. Et moi, j'avais l'impression que c'était ça, l'Algérie. Comme si c'était quadrillé, il ne fallait pas que je tombe sur l'attentat qui allait avoir lieu. On en est totalement sortis, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que ce retour, c'est un retour assez effroyable. Et par ailleurs, nous, on est une famille soit très chanceuse parce qu'on a échappé à tous les attentats, soit très malchanceuse parce qu'on a eu beaucoup d'attentats dans lesquels on a frôlé la mort, dont un faux barrage sur lequel on est tombé le lendemain de notre retour en Algérie. Ouais. Vous racontez tout ça dans ce livre et d'une certaine façon, vous en voulez à votre père. Et lui, votre père, vous répond « Je t'ai offert un pays ». Alors, oui, alors j'en veux beaucoup à mon père quand je découvre que je me suis faite avoir, qu'il n'y a pas la mer et le soleil. Et puis surtout, la première année est très dure parce qu'on va beaucoup déménager, on n'a pas où vivre. Donc en fait, on va chez mes grands-parents, mais manque de peau, là encore. Il y a un homme bizarre qui vient nous parler. Donc en fait, on décide qu'on doit repartir le lendemain. On est tombé sur le faux barrage, on arrive chez les grands-parents, on repart le lendemain. On a fait 500 bornes dans un sens, 500 bornes dans l'autre. On va passer quelques semaines dans un lieu, puis on va aller vivre quelques mois dans un autre lieu. Donc on est un peu chamboulés, nous les enfants, et puis personne ne nous explique rien. Et surtout, mon père nous annonce que lui, ce qu'il souhaite, c'est qu'on apprenne l'arabe,
ce qui en soi n'est pas dramatique, mais que surtout son projet, c'est qu'on bascule complètement en arabe, ce à quoi je m'oppose totalement en réalité, parce qu'en fait, j'ai d'abord par flemme totale, c'est que vraiment, c'est une question de flemme, et ensuite parce que j'ai l'impression que si je fais ça, c'est comme si c'était fini, comme si je devais accepter mon sort, et je refuse totalement d'accepter ce sort-là. Donc effectivement, on a de grandes disputes avec mon père pendant les premières années de notre retour, à la fois sur le retour et à la fois sur son projet scolaire à mon égard. Bon, il a gagné finalement. Alors, oui, il y a une phrase tout de même dans ce livre, vous dites ceci, on est à peu près presque à la fin, la seule langue de mes pensées, de mes rêves, des histoires que j'invente, c'est le français. Oui, parce que c'est trop tard, j'ai 8 ans, j'ai appris à lire, à écrire, et j'adore lire. Et donc, quand je reviens à 8 ans, je vais apprendre l'arabe avec beaucoup de mauvaise volonté. Mais en fait, aujourd'hui, je suis tellement contente de parler arabe. Je disais tout à l'heure, j'étais à Beyrouth il y a quelques mois. Et le fait d'être dans un pays où je comprends la langue, d'être dans n'importe quel pays arabe, où il y a quelque chose qui se crée de l'ordre de l'immédiateté, c'est assez extraordinaire. Mais c'est vrai qu'à 8 ans, je ne le voyais pas comme ça. Puis surtout, j'avais l'impression que le français me rattachait à la vie d'avant. Et que paradoxalement, le faire cohabiter avec une autre langue, c'était renoncer. C'était admettre que c'était ça ma réalité désormais. Et je n'avais pas envie de ça. Moi, j'étais dans le déni total et je voulais une solution au problème de la guerre. Et il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Donc, il fallait accepter. Et l'acceptation a été très, très longue. Je crois pour moi, beaucoup plus d'ailleurs que pour mes frères. Et mon père avait ce mot qui nous ressortait en permanence, qui était définitif. Il nous disait c'était un retour définitif. C'est ça votre vie, il faut l'accepter. Et c'était contre ça que je luttais pas mal, oui. Mais aujourd'hui, ça m'amuse. Et je pense que mon père a fait preuve d'une très grande patience, et ma mère aussi. Et je pense que ça n'a pas été d'une grande évidence pour eux, d'ailleurs, de nous ramener, de faire en sorte d'essayer de maintenir le plus possible une forme de normalité dans le chaos dans lequel on était tous algériens plongés. L'arabe joue un rôle dans votre écriture. Vous avez l'impression que de temps en temps, il est là, il est sous-jacent. Vous faites appel à lui de temps en temps, dans des dialogues, dans des moments. Moi, j'ai surtout j'ai toujours été extrêmement mal à l'aise sur la notion de langue maternelle, qui pour moi je ne sais pas répondre à cette question. Je n'ai pas encore trouvé l'astuce là-dedans. Parce que je dirais, si la langue jusqu'à 4 ans, ça a été l'arabe, et je ne peux pas totalement effacer le 0-4 ans. Ça m'a frappé quand mon fils a eu 4 ans, de me dire tout ce qu'il a été jusque-là ne peut pas s'effacer. Et ensuite, à partir de 4 ans, c'est le français. Mais en même temps, ensuite, c'est redevenu l'arabe. Très longtemps, ça a été l'arabe. Et maintenant, c'est de nouveau le français. Donc, je ne peux pas dire que le français est ma langue maternelle. Ça a été une langue que j'ai dû apprendre, et je l'ai apprise pas avec une si grande facilité que ça. C'est-à-dire que l'apprentissage entre 4 et 5 ans, il n'est pas facile du français. Donc ça ne peut pas être ma langue maternelle. Et en même temps, c'est ma langue à moi aujourd'hui, totalement. L'arabe, quand je dis que c'est ma langue maternelle, en même temps, je ne m'y sens pas si confortablement installée que ça. Donc soit je n'ai pas de langue maternelle, et c'est un peu triste, soit j'ai 2 langues maternelles, et elles forment quelque chose d'assez unique. Est-ce que l'arabe est là ? Moi, je pense moitié en arabe, moitié en français. Donc l'arabe doit être là dans l'écriture, mais un peu tapis. Par exemple, la série des sardines, le fait de l'avoir pensé moitié en arabe, moitié en français, c'était un exercice nouveau. Mais c'était tellement chouette, ça a été tellement drôle à faire, ça a été tellement naturel à écrire de cette façon-là, ça coulait tellement de sources. Donc oui, c'est assez vertueux. Je me suis jamais autorisée à le faire aujourd'hui en littérature, mais parce que je pense que la littérature est très française pour moi, ayant énormément lu en français avant de commencer à lire en arabe. Quand on voit la pile des livres, là, le chemin parcouru d'une certaine façon, le rôle des parents a été déterminant. C'est le père qui a été celui qui a le pourvoyeur de livres. C'est venu aussi par l'école, c'est venu par d'autres rencontres, d'autres personnes. J'ai beaucoup dit que c'était mon père, mais en écrivant ce livre, je me suis rendu compte que celle que j'avais beaucoup vue écrire, c'était ma mère. Ma mère était journaliste, elle a pris sa retraite, elle était journaliste, et donc j'ai vu ma mère toutes les semaines pour un hebdomadaire écrire. Par l'écriture, c'est ma mère qui a beaucoup écrit. C'est mon père, en revanche, qui m'a mis les livres entre les mains et qui m'a emmené à la bibliothèque toutes les semaines
et qui a tout fait pour qu'on soit des lecteurs. Moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui se fichaient pas mal de savoir ce que je lisais tant que je lisais. Donc, j'ai lu des trucs très étonnants à des âges très petits, mais j'ai adoré piocher, lire d'une façon assez folle, lire La Chartreuse de Parme à 11 ans, lire des choses qui n'étaient pas de mon âge, que j'ai à moitié comprises, à moitié non. Mais j'ai adoré vivre, parce que pour mes parents, tout ce qui est littérature, c'est quelque chose de bien. Ils n'ont jamais rationalisé les choses différemment, donc ça leur était égal. Tant que je lisais, ça leur allait. Vous avez lu beaucoup les écrivains algériens, Très tard. Très tard. Déjà parce que j'étais pas encouragée à l'école à les lire de manière très bizarre. Les grands classiques, Kateb. Non, moi j'ai fait une licence de littérature de langue française et pas de littérature française, de langue française à l'université d'Alger. Je n'ai lu aucun auteur algérien dans le cadre de mes études parce qu'on a gardé de manière assez... Peut-être que ça a changé aujourd'hui. En tout cas, je ne suis pas si vieille. Donc, moi, j'ai eu ma licence en 2008. Ce n'est pas si vieux. Enfin, quoique presque 20 ans tout de même. Non, mais je veux dire... Pas très vieux, non. J'ai étudié Balzac, j'ai étudié Sartre, mais je n'ai pas étudié d'auteurs algériens. Je les ai lus très tard. Je les ai lus en arrivant en France, bizarrement. Et volontairement, c'est une démarche. Et volontairement, pour comprendre ce qu'ils ont été. Et c'est là que j'ai lu... Alors si, j'ai lu Kateb Yassine et j'ai lu Mohammadi parce que mon père avait ces livres-là. Donc c'est des livres que j'ai lus à la maison. Mais par exemple, Mamri, Pharaoun, au-delà du fils du pauvre, les carnets de Pharaoun, Dib, oui, La Grande Maison. La Grande Maison fait partie de ce qu'on peut lire au lycée, mais très mal, hein, comme en France, très très mal. Voilà, mais je l'ai lu beaucoup plus tard. Et puis j'ai lu ses nouvelles, j'ai découvert tout ce qu'il avait pu écrire plus tard. Djebar, j'ai découvert Djebar tellement tard. Je m'en veux beaucoup d'avoir découvert Assia Djebar aussi tard, alors qu'Assia Djebar, on pourrait la faire lire très tôt aux Algériens. Et vos petits camarades d'aujourd'hui, vos contemporains d'écriture, là, vous les lisez, vous êtes Algériens ? Oui. Alors beaucoup ceux qui sont publiés par Balzac. Déjà, j'ai la chance d'aller souvent en Algérie. Quasiment tous les 2 ou 3 mois, je suis en Algérie, donc je prends toujours des livres à la librairie là-bas en passant. Oui. Alors j'ai lu la génération avant moi, qui a été une génération extraordinaire. Je ne sais pas s'ils se rendent compte à quel point ils ont été précurseurs, en tout cas pour ma génération. Adlan Mehdi, Shawqi Amari, Kamel Daoud, Meissa Bey, qui est une écrivaine que moi j'aime beaucoup, qui a joué vraiment un rôle, je pense, dans ma propre conception de ce qu'est un écrivain. Donc tous ces auteurs de toute cette génération-là, je les ai tous lus, et peut-être même lus avant des grands monstres de la littérature algérienne. On va revenir à votre père, parce que vous lui envoyez ce texte et il y a cette phrase à la fin du livre: j'envoie ce texte à mon père avec l'espoir qu'il comblera les trous. Il me répond 2 jours plus tard, ouvrez les guillemets, page 119, paragraphe 3, ligne 10, il y a une coquille. Je n'ai rien à ajouter, bonne chance pour ton livre. Alors j'espère que vous avez corrigé la copie. J'ai corrigé la coquille. Bon, très bien. C'est un peu non ? Oui, et en même temps, ça m'a beaucoup amusée, parce qu'il faut raconter que dans ce livre, je reviens sur les années 90 et j'ai beaucoup de trous de mémoire sur les années 90, donc c'est un peu aussi une enquête autour de ce qui s'est passé pendant ce retour et aussi de comment ma famille a vécu ce retour. Donc j'interroge beaucoup mon frère. Mon frère, lui, il a une obsession, c'est la marque de la voiture familiale, parce que moi je dis que c'est une Peugeot et mon frère me dit que ce n'est pas une Peugeot, et donc lui il s'arc-boute sur ça, alors que moi je m'en fiche complètement en fait de la marque de la voiture. Mais c'est aussi de raconter ce que furent toutes ces années. Et mon père n'est pas si collaboratif que ça pour m'aider à combler les trous. Donc c'est vrai que quand je lui envoie le texte, je lui envoie avec l'idée qui va combler les trous, et en fait il fait ça. Mais moi je le vois comme quelqu'un qui me dit: c'est ton histoire, toi tu as eu envie de raconter ça, je n'ai pas à m'en mêler. Et ça a toujours été la position de mes parents en réalité sur mes livres. Moi je leur fais jamais lire, c'est la première fois que je faisais lire avant parution. Quasiment la première fois. Sinon, en général, ils lisent le livre qu'une fois publié. J'aime pas du tout l'idée d'avoir des gens qui lisent mes textes avant, dehors de mes éditeurs. Et donc, je l'ai plutôt pris comme me disant: libre à toi de le raconter comme tu en as envie, c'est forcément ton histoire. Et je n'ai pas envie de m'en mêler. Et je l'ai pris comme ça. J'avais envie de le prendre comme ça. Alors,
Peut-être une dernière question pour conclure cet entretien. Vous la posez vous-même, cette question. Vous dites ceci: quelle histoire faut-il raconter, celle des faits ou celle de la mémoire? Alors, vous posez la question, la réponse, est-ce que vous Si je devais l'avez? raconter l'histoire des faits, il n'y aurait pas de livre. Parce que quand je parle de ce faux barrage sur lequel on tombe, moi, j'ai cherché les faits. J'ai cherché à retrouver ne serait-ce qu'un entrefilet dans des archives de presse qui dirait que en août 1994, sur telle route, il y a eu un faux barrage. Il n'y en a pas. Il n'y a que ma mémoire. En fait, cette histoire, moi, si je la racontais pas, elle n'existerait pas du tout. Elle n'existe nulle part ailleurs. Et donc, si je dois m'arrêter aux faits, oui, ce n'était pas une Peugeot. Mais je ne sais pas quelle marque c'était et ce n'est pas très grave. Et ça a été C'est plus grave, par exemple, si ça a trait à Baïa ou si ça a trait à Oui, alors c'est plus grave si ça a trait à Baïa, mais en même temps, moi, je n'ai pas fait une biographie de Baïa. Je dis ce qu'a été Baïa pour moi. Donc c'est encore très différent. Mais ce n'est pas très grave, je pense, que ce ne soit pas. En fait, de ne pas. Pour nos richesses, c'était pareil. C'est de réussir à combler les trous par la littérature. Et moi, je crois que c'est ce que peut la littérature. C'est elle vient mettre de la chair là où il y a parfois où les faits ne sont soit pas assez étayés, soit n'existent pas réellement, soit de manière comme une preuve tangible. Et je pense que c'était ça qui était intéressant dans la démarche de littérature. Moi, j'avais pas envie de faire un récit journalistique. Soit la littérature pouvait exister autour de ces années 90, soit ça ne m'intéressait pas de le faire. Il fallait que je puisse en faire un objet littéraire, en tout cas. Et donc, mais cette question des archives, de ce que disent les archives, parce que mon père a filmé énormément d'archives familiales dans les années 90, de ce que disent les archives versus ce que garde la mémoire, ça m'a énormément travaillé, cette question-là. Je la trouve fascinante, mais la notion d'archive familiale est fascinante parce qu'on coupe, on garde que ce qu'on a envie de garder, on montre une image totalement déformée, et en même temps, si vous ne laissez que l'archive vidéo, vous racontez qu'une histoire tronquée, et c'est là que la littérature est intéressante. Elle vient mettre de l'émotion, elle vient mettre aussi des doutes, et ce livre est plein de doutes sur ce qui s'est passé dans les années 90. Moi, il y a des choses qui se sont passées, je le sais de manière factuelle, et en même temps, j'ai des doutes qui se sont vraiment passés. Il y a un moment, je raconte l'histoire de ce kamikaze qui rentre dans le bus devant le mien, et je dis que j'ai dû aller chercher pour vérifier que cet attentat avait eu lieu. Et Selma m'écrit: oh, t'exagères, tout le monde sait que cet attentat a eu lieu. Je lui dis: Selma, sincèrement, oui. Selma, c'est la grande amie. C'est mon éditrice. Et j'ai dit oui, c'est-à-dire que rationnellement, je sais que cet attentat a eu lieu. Ça a été le grand dernier attentat d'Alger. Ça a été un attentat énorme dans les années 2000. J'étais à l'université. Ça a reconfiguré une partie de la ville, enfin à certains endroits de la ville, dans le centre. Et je dis, je sais rationnellement que ça a eu lieu, mais j'ai besoin que le fait d'aller le vérifier pour valider mon souvenir. Mais quand on n'y arrive pas, est-ce qu'on doit exclure le souvenir? En fait, en réalité, pas tellement, parce que le fait d'avoir vécu avec un souvenir, même faux, n'enlève rien à toutes ces années de compagnonnage avec le souvenir. Si vous vous souvenez que ça a eu lieu comme ça, si 10 ans plus tard, on vous dit que non, ces 10 années avec ce souvenir ont quand même existé, ont quand même été là. Peut-être vous ajouterez un commentaire, mais vous répondez en partie à cette question quasi à la fin du livre. Vous dites ceci: peut-être que c'est ça tout le projet de ce livre, inventer une contre-archive, raconter à côté, en dessous, parfois contre, reprendre les fragments, les débris, les blancs, et les inscrire dans le récit, non pas pour rétablir la vérité, il n'y en a pas, mais pour faire exister ce qui, sans cela, serait à jamais absent. C'est combler l'absence aussi. C'est combler l'absence, et c'est marquer, c'est raconter l'histoire, raconter quelque chose qui réellement n'existerait pas sinon. Et c'est, moi, je suis contente. C'est comme si j'avais sorti quelque chose d'affreux qui était dans ma tête et que j'avais réussi à en faire une littérature, quelque chose, un livre. Et rien que ça, c'est une réussite en soi. Voilà. Merci beaucoup, Kauter. Merci beaucoup. À vous tous.
Pour ceux qui sont dans cette salle, bien les livres de Kauter sont à la sortie, sont prêts à être achetés et dédicacés. Merci à vous tous qui nous écoutez un petit peu partout. Merci à vous tous dans la salle. Bonne fin de journée ou bon début de journée pour ceux qui sont sous d'autres latitudes. Et bonne lecture en tout cas. Merci Kauter.